Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, du coup, je me présente. Donc, je suis Théo Gommet, enseignant en activité physique adaptée, coordinateur au CHU Dijon-Bourgogne, notamment dans le service de génétique. Et puis, depuis peu, j'ai aussi une petite activité libérale en parallèle. Et du coup, vous verrez le témoignage qu'on a à la fin de la présentation est issu justement d'un patient beaucoup génétique, mais j'ai suivi dans le cadre du libéral. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire une petite présentation justement sur l'intérêt de l'activité physique adaptée dans les troubles neurodéveloppementaux. Donc, on va être quand même beaucoup sur du concret. Le but, c'est que vous ayez un maximum de billes pour savoir un petit peu quoi faire, comment faire et où un peu vous orienter pour pouvoir mettre en place ce type de prise en charge. On discutera aussi des aides financières et puis de toute façon, il y aura un petit temps de questions à la fin, donc je prendrai le temps de vous y répondre. Voilà un petit peu pour moi. Donc si tout le monde, m'entend bien, je voulais juste, nous faire un petit signe dans les commentaires et puis être sûr que tout le monde entend bien et puis on va démarrer. Ça marche, c'est bon? Alors du coup, pour commencer déjà, je vais un petit peu vous redéfinir rapidement ce que c'est que l'activité physique adaptée et le métier d'enseignant en activité physique adaptée qu'on appelle, EAPA. Alors déjà pour commencer, le APA en fait, c'est une personne qui va intervenir auprès, de patients dont les aptitudes physiques, psychologiques ou conditions sociales vont être réduites et vont aussi avoir, un niveau d'activité physique et de participation sociale qui, du coup, va se retrouver, également, perturbé. Ça peut s'agir notamment de personnes en situation de handicap qui vont être atteints aussi de maladies chroniques ou, par exemple, plus simplement en difficulté d'insertion sociale ou avancées en âge. Parce que, quand on avance en âge, on va le voir après au niveau des recommandations, mais il y a des petites problématiques qui vont naturellement apparaître. Ensuite, par rapport à notre, pratique, on va dire plus au niveau terrain, en fait, notre objectif à nous, ça va être vraiment de proposer des situations motrices qu'on aura vues justement au cours de notre cursus, en STAPS, on va voir un petit peu après la formation, qui utilisent en fait les activités physiques, sportives, mais aussi artistiques dans des conditions techniques, matérielles et réglementaires motivationnelles qui vont être adaptées. Donc c'est le texte officiel, mais tout ça pour dire qu'en gros, on va adapter les situations pour pouvoir donner l'accessibilité à chacun et que tout le monde puisse participer selon ses pathologies, ses objectifs, ses contraintes, son niveau de pratique, etc. Donc vraiment, l'objectif, c'est voilà, un cadre plutôt de rééducation, de réadaptation, mais aussi éducatif et préventif. On n'est pas simplement là pour intervenir auprès d'un public qui a forcément toujours une problématique de santé. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont par exemple encore en bonne santé, mais qui peuvent avoir des risques pour leur évolution future. Et donc, on va aussi prévenir tout un tas de complications. Donc, au niveau du cursus, pour avoir ce titre d'enseignant en activité physique adaptée, c'est uniquement un parcours qui se fait à l'université et donc minimum sur 3 ans. Donc, il faut au moins avoir une licence pour pouvoir avoir la carte professionnelle et pratiquer sur le terrain. Et puis maintenant, de plus en plus, on demande quand même un niveau master, donc ce qui va être le cas pour moi. Moi, j'ai passé mon master ici à Dijon et en parallèle de mon master, j'ai fait un DU de préparation physique au centre d'expertise et de la performance au CEP, donc Gilles Cometti, qui est également à Dijon, qui est assez réputé pour la partie préparation physique. Pour voilà, pouvoir avoir la double casquette et compléter mes connaissances mutuelles. Donc ensuite, les notions importantes à avoir en tête, ça va être la différence déjà entre activité physique et sport. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va parler généralement d'activité physique, tout de suite, c'est le mot sport qui va venir à l'esprit des patients. Et c'est souvent un mot qui va avoir tendance à faire peur. Parce que le mot sport, la plupart du temps, on se dit, ben, c'est performance, je suis plus en capacité de le faire parce que ben, soit j'ai une pathologie, soit je suis un peu trop avancé en âge et donc du coup, j'ai l'impression que je peux plus rien faire ou plus ce que je pouvais faire par le passé. Et donc tout ça, en fait, souvent, peut être effrayant. Et des fois, j'ai des patients qui arrivent qui me disent, je ne sais pas trop pourquoi on va se voir parce que de toute façon, moi, le sport, c'est fini pour moi. Donc déjà pour resituer un petit peu, l'activité physique en fait, c'est par définition tout mouvement des muscles squelettiques qui va en fait engendrer une dépense énergétique supérieure à celle du repos. Donc en gros, ça va être toute dépense énergétique qui va avoir lieu, qui va être supérieure à celle que je vais avoir quand je vais être souvent assis ou allongé parce que dès que je vais passer debout, dès que je vais mettre un petit peu en mouvement, tout de suite mon activité physique, enfin ma condition physique va faire que je vais me mettre un petit peu en route. Alors que le sport, comme j'ai un peu évoqué précédemment, ça a vraiment une connotation de performance. C'est souvent réglementé, ça va dépendre d'une fédération
Et donc, on va souvent être sur le dépassement de soi. Et donc là, effectivement, dans ce cadre-là, le terme sport, ben, prend tout son sens et donc vis-à-vis de la personne, je comprends que le mot sport puisse lui faire peur. Mais en réalité, nous, du coup, on va resituer, on va plutôt parler d'activité physique et on va voir que l'activité physique, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible parce que, à titre d'exemple, ça va être, par exemple, le fait de jardiner, de bricoler, de me déplacer à pied, de monter les escaliers. Toutes ces choses-là, en fait, vont être considérées comme de l'activité physique. Alors que le sport fait partie des activités physiques, mais dans un contexte différent et forcément, en fonction de notre situation, peut être plus à risque pour notre santé. Ensuite, on va voir aussi la distinction entre 2 autres termes très importants et vous allez comprendre un peu pourquoi je vous définis ces 4 termes-là. L'inactivité physique et la sédentarité, parce que souvent on a tendance aussi également à beaucoup les confondre. Or, la sédentarité, en fait, c'est tout le temps que je vais passer assis ou allongé dans la journée, mais sans comptabiliser la nuit et les temps de repas, qui sont en fait des temps obligatoires. Je ne vais pas manger debout, je ne vais pas dormir debout, heureusement, c'est pas très conseillé. Par contre, tout le reste, ça va compter. Donc le temps que je vais passer assis au travail ou à l'école pour les plus jeunes, dans les transports en commun, dans le cadre du loisir, que ce soit devant les écrans, pour faire de la lecture, et cetera. On va voir un petit peu après les recommandations, mais on va voir qu'il y en a des spécifiques par rapport justement à la sédentarité. Alors qu'à l'inverse, l'inactivité physique, ça va être le fait de ne pas pratiquer au niveau recommandé. Donc on va voir après les recommandations, mais donc, du coup, de ces 4 définitions, on en a déduit 4 profils possibles chez chaque individu en termes de prévention. Donc, ces 4 profils, le premier, ça va être celui où on limite le plus les risques pour la santé, le profil actif et non sédentaire. Donc, c'est-à-dire que la personne, en fait, va tout simplement suffisamment bouger dans la semaine, mais également être peu assis dans le cadre du quotidien. On va voir plutôt le profil ensuite actif et sédentaire. Donc là, c'est une majorité quand même des personnes aujourd'hui. Moi, par exemple, je vais être quelqu'un plutôt d'actif sédentaire parce que je vais faire suffisamment d'exercice physique tout au long de la semaine, assez régulièrement et suffisamment longtemps à bonne intensité. Par contre, je vais quand même être relativement assis, notamment dans le cadre de mon travail. Donc, je ne peux pas dire que je suis non sédentaire. Ensuite, on va voir le profil inactif et sédentaire. Celui-là, c'est celui qui va vraiment cumuler tous les facteurs de risque pour le coup, pour la santé. Donc, c'est à la fois la personne qui bouge pas suffisamment, mais qui en plus de ça va passer beaucoup de temps assis dans la journée. Et puis le dernier profil, c'est ce qu'on va appeler l'inactif et non sédentaire. Donc, c'est la personne qui, du coup, va pas suffisamment bouger dans la semaine, mais par contre, va être peu assis ou allongé au cours de la journée. Ça va être, par exemple, la personne qui va travailler sur le marché, qui va être derrière son étal, debout une grande partie de la journée, ou les laborantins derrière leur paillasse qui sont relativement debout, mais qui vont plutôt être sur du piétinement que vraiment de l'activité physique. Ensuite, très rapidement, je vais repasser la définition, de ce que c'est qu'un trouble neurodéveloppemental. Je pense que vous savez tous très bien ce que c'est juste, par principe, on le remet quand même parce que c'est quand même la problématique principale aujourd'hui qu'on va aborder. Les troubles neurodéveloppementaux, en fait, ce sont des troubles qui apparaissent précocement pendant la période de développement, souvent avant l'entrée à l'école primaire et ils entraînent un retard ou un déficit de développement qui a des conséquences, du coup, sur le fonctionnement personnel, social, scolaire et professionnel. Avec, du coup, ici, une petite image qui va vous représenter justement les différentes, sous-groupes des troubles neurodéveloppementaux avec quelques exemples concrets pardon, qui sont tirés, du coup, du DSM-5 et du CIM-11, donc qui sont les 2 grands répertoires, pour la catégorisation des pathologies. Ensuite, on va parler un petit peu plus dans le vif du sujet des recommandations. Donc, déjà les recommandations, je ne sais pas si vous avez remarqué sur l'image que je vous présente là, mais vous en avez 2 types. Une partie plutôt pour l'activité physique, une partie plutôt pour la sédentarité. D'où l'intérêt justement d'évaluer un petit peu le profil du patient avant, de donner un petit peu, de faire nos préconisations parce qu'on va voir que du coup on peut agir sur les 2 axes et des fois, ben, il y en a un, ça va être plus facile de jouer que sur l'autre. Bon, l'activité physique, moi pour les recommandations, j'ai plutôt commencé directement entre 5 et 18 ans. Avant 5 ans, moi je vais moins rencontrer les enfants, ça me concernera moins. Je vous le mets quand même ici à titre informatif. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que globalement, un enfant, bah, plus on va venir le stimuler au niveau de l'exercice physique, mieux ce sera pour lui. On évite de, voilà, si possible, le laisser trop longtemps, immobile, que ce soit dans sa poussette, dans son landau ou autre, hors bien sûr temps de sommeil, hein. Ça, on sait que les enfants ont besoin quand même de relativement beaucoup dormir, mais du coup, en dehors de ces temps de sieste, la journée et la nuit, bien sûr, c'est important pendant ces temps d'éveil d'éviter de limiter trop son temps de sédentarité et puis, surtout, également de limiter au maximum, les temps d'écran, mais on va revenir, plus spécifiquement dessus juste en dessous, où voilà, les temps d'écran, c'est si possible, d'après les recommandations de l'ONAPS, donc pas avant 2 ans. Alors je sais qu'il y en a qui vont se baser plutôt sur les travaux de Tisseron, où c'est la fameuse règle des 3, 6, 9, 12, qui est un peu plus ancienne.
Là, si on prend un peu plus récemment, celle de l'ONAP, c'est plutôt à partir de 2 ans qu'on peut commencer tout doucement, on va dire, les écrans, mais pas plus d'une heure si possible par jour et encadré à but, vraiment éducatif. Moi, je fais justement un petit peu un mix des 2 quand je reçois mes patients, c'est-à-dire que je fais fusionner un peu les 2 où je leur dis: «Bah, si possible, en gros, pas avant, 2-3 ans, même plus tard, c'est encore mieux, mais aujourd'hui, dans notre monde, ça devient de plus en plus compliqué de pas être confronté aux écrans. Donc si on doit les confronter aux écrans, qu'on le fasse de façon, le plus contrôlée possible, surtout sur ces âges-là». Pour la partie activité physique, du coup, pour les 5-18 ans, pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est pas la même chose que chez l'adulte, on doit faire au moins, si possible, par jour, dans la théorie, 1 heure d'activité physique, principalement d'intensité modérée à élevée, regroupant des activités plutôt d'endurance. Mais c'est également important quand même 3 fois dans la semaine d'avoir des intensités plutôt soutenues sur tout ce qui va être travail de renforcement du système musculo-squelettique. Donc ça va être par exemple aussi bien, marcher, courir, sauter, ramper que, bah, par exemple, porter des charges, nager. Globalement, de toute façon, jusqu'à l'âge de 12 ans, ce qu'on conseille, c'est, d'avoir un maximum d'activités physiques diversifiées pour, au mieux développer notre motricité, notre coordination, explorer un petit peu, notre corps et cetera. Ensuite, au niveau de la sédentarité, ce qu'on va recommander, ça va être plutôt de limiter au maximum les temps d'écran et surtout sur les périodes de loisirs. Entre 7 et 11 ans, on essaye, si possible, de ne pas dépasser 2 heures d'écran par jour. Et ce qui est recommandé, mais là c'est pareil, je ne suis pas trop d'accord pour le coup avec les recommandations de l'ONAPS, parce que je ne trouve pas ça très adapté au terrain. On conseille de bouger toutes les 1 à 3 minutes, toutes les 30 à 60 minutes. Sauf qu'en réalité, on sait tous que normalement, à cet âge-là, on est encore à l'école ou dans un institut spécialisé, mais bouger toutes les demi-heures, ça risque quand même d'être relativement compliqué. Donc, les anciennes recommandations, c'était plutôt toutes les 1 à 2 heures durant 3 à 5 minutes. Donc là, c'est pareil, moi je fais un petit peu un mix des 2, où je conseille surtout entre 1 et 2 heures, et puis entre à peu près 3 à 5 minutes. Pareil, on va pas mettre le chronomètre dès qu'on doit repasser debout, mais juste penser que ce soit enfant ou adulte, dans tous les cas, on est concerné par ça. C'est important de séquencer nos temps de sédentarité, et donc pour ça, c'est une bonne chose de pouvoir repasser debout, aller chercher quelque chose à l'imprimante à l'autre bout du couloir, aller vous chercher un verre d'eau, regarder un petit peu ce qui se passe par la fenêtre, pour les enfants, aller jouer un petit peu dans le jardin, peu importe, mais voilà, quelque chose qui nous permette de nous remettre un petit peu en mouvement. Ensuite, pour la partie adulte, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on recommande, donc là, du coup, c'est plus par jour, mais par semaine, de faire au minimum, si possible, 150 minutes d'activité physique à intensité modérée, ou alors 75 minutes à intensité soutenue, ou un équivalent de ces deux recommandations-là dans la semaine. Malgré tout, pour qu'on considère qu'il y a une bonne régularité, il faut que l'exercice physique, si possible, se fasse au moins sur 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est conseillé d'avoir au moins toutes les 48 heures une activité physique, si ce n'est pas tous les jours, pour pouvoir justement relancer la machine, notamment au niveau de tout ce qui va être régulation, au niveau des neurotransmetteurs, ou également hormonales qui vont, par exemple, diminuer, la fréquence cardiaque, la tension artérielle. Donc c'est pour ça, si on n'en fait pas tous les jours, on peut en faire au moins un jour sur 2 si possible. C'est ça idéalement qu'il faudrait que l'on fasse. Et donc, du coup, ces 150 minutes dans la semaine, bah, en fait, ça me fait soit une demi-heure, 5 jours sur 7, ou alors 3 fois par semaine, mais du coup, 50 minutes. Donc, c'est soit j'en fais un petit peu tout le temps, soit j'en fais un peu moins souvent, mais du coup, un petit peu plus longtemps pour compenser. En sachant que on peut largement aller jusqu'au double en termes de quantité sans problème. Après, des fois, au-delà du double, on peut se poser la question de, en fonction de la situation de la personne, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber un petit peu sur éventuellement une sursollicitation, un surentraînement. Ça demande évaluation, c'est vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, si on se situe dans cette tranche-là, il n'y a pas de problème en particulier. Après, ce qu'on va conseiller en termes de type d'activité physique, ça va être plutôt ben, l'endurance entre 3 et 5 fois par semaine. Donc tout ce qui sollicite le cœur et les poumons principalement, la marche, le vélo, la course, la natation, etc. Et après, souvent, ce qui est très conseillé aussi, c'est de faire du travail de renforcement musculaire, au moins 2 fois par semaine si possible, pour avoir des gains suffisamment importants. Pareil, dans les recommandations, ils nous disent, si possible, pas 2 jours consécutifs. J'ai envie de dire, en fait, ça dépend de votre état de santé, ça dépend ce que vous faites. Si vous faites des groupes musculaires différents, en soi, il y a pas de problème. Ça, c'est pareil, c'est à discuter au cas par cas. Mais globalement, endurance, renforcement musculaire, c'est ce qui va être principalement conseillé. Et après, ce qui est bien, c'est que pour les plus de 65 ans, c'est les mêmes recommandations. Par contre, on conseille aussi d'avoir un travail d'équilibre et d'étirement au moins 2-3 fois par semaine si on peut. Tout simplement parce que quand on prend en âge, on sait qu'il va y avoir ce qu'on appelle la sarcopénie qui va se mettre en place. Et qui dit diminution de la masse musculaire dit souvent trouble de l'équilibre plus important et donc risque de chute. Et aussi une tendance à avoir un peu plus d'enraidissement. Donc c'est important à partir de 65 ans, j'ai envie de dire même avant, mais c'est une période où on sait que ça va être de plus en plus présent et de plus en plus difficile dans le quotidien. Donc prévenir, comme on dit, vaut mieux que guérir. Donc c'est important de pouvoir mettre en place aussi rapidement ce travail d'étirement.
en sachant que bien sûr, ça fait beaucoup de types d'exercices différents. On peut très bien faire des séances combinées pour gagner du temps dans la semaine, hein, parce que si on doit faire à chaque fois 2 séances de renfo, 3 séances d'endurance plus 3 séances d'étirement, ça fait beaucoup dans la semaine. Et petite chose à avoir en tête, qu'ils n'ont pas mis là pour le coup sur leur infographie, l'ONAPS, mais très important, quand même pas des moindres, c'est qu'on peut tout à fait découper l'activité physique par petits blocs de 10-15 minutes largement dans la journée. En fait, on s'est rendu compte que par exemple faire une demi-heure de marche ou faire 3 fois 10 minutes à différents moments donnés dans la journée, mais en fait pour votre santé, vous avez quasiment les mêmes effets bénéfiques. Donc ça, c'est ultra intéressant chez des patients qui vont être soit limités en termes de concentration, d'attention, ou tout simplement chez des personnes qui vont être limitées physiquement parce que trop d'essoufflement, trop de fatigue, etc. Donc ça, c'est important à garder en tête. Et vous pouvez très bien jumeler entre plusieurs activités dans la journée. Ça peut être un quart d'heure de marche le matin, un quart d'heure de vélo l'après-midi, etc. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Et ensuite, pour la partie sédentarité, eh ben, chez l'adulte, en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme chez l'enfant. Euh, c'est au maximum limiter les temps de sédentarité, faire des pauses actives du coup donc régulières. Pour les écrans, il n'y a pas de durée spécifique, mais juste quand on peut limiter au maximum les durées d'écran, c'est mieux. Et puis également bouger du coup toutes les 1 à 3 minutes. Ils nous disent toutes les 30 à 60 minutes. Moi, comme je vous le disais précédemment, je conseille plutôt toutes les 1 à 2 heures. Ça rentre plus facilement dans nos journées, c'est plus simple parce que souvent on a des réunions qui font au moins 1 à 2 heures, qu'on soit adulte ou alors quand on est enfant, quand on est à l'école, c'est toutes les heures qu'on change de salle. Donc je considère que voilà, si on peut bouger toutes les heures plutôt que toutes les demi-heures, c'est quand même plus accessible. Donc gardez ça en tête. Ensuite, pour faire un résumé, on va dire, de pourquoi l'activité physique adaptée peut être intéressante dans les troubles neurodéveloppementaux. Bon, je pense que ce qui vous saute aux yeux, bien sûr, c'est la première colonne, la condition physique. Bien sûr, quand on pense à je vais faire l'exercice physique, ben oui, je vais développer mes capacités physiques, donc l'endurance, la force, la souplesse, l'équilibre, la coordination, etc., etc. Ce qui va être aussi quand même intéressant et pas des moindres, parce que souvent chez des patients avec des troubles neurodéveloppementaux, on peut avoir une exposition à de l'obésité. Ça va être très important pour réguler le poids et surtout agir sur ce qu'on appelle la composition corporelle quand on fait de l'activité physique. C'est-à-dire que je vais avoir plutôt tendance à développer ma masse maigre, donc ma masse musculaire, et réduire ma masse graisseuse. Et puis aussi, ce qui va être super intéressant, ça va être d'agir sur la qualité du sommeil. Quand je fais de l'exercice physique, eh ben, je vais plus facilement avoir la possibilité de m'endormir et souvent un sommeil aussi de meilleure qualité, donc c'est-à-dire plus profond. Et ça, c'est pas inintéressant parce qu'on sait que dans les troubles neurodéveloppementaux, on a souvent quand même des atteintes au niveau du sommeil, on peut avoir des complications à ce niveau-là, donc c'est quand même intéressant. Ensuite, au niveau purement cognitif, il faut savoir que bouger, oui, c'est pas simplement développer ses muscles et être endurant et fort, mais c'est aussi surtout quand on fait l'exercice physique, aussi agir sur comment va fonctionner notre cerveau et l'aider à mieux fonctionner. Donc, on sait surtout qu'au niveau cognitif, on va avoir des améliorations sur la prise de décision, mais également sur tout ce qui va être planification, organisation. On va aussi avoir des conséquences, et ça c'est très connu, notamment par exemple dans le TDAH, sur tout ce qui va être les difficultés attentionnelles et de concentration, aussi sur nos capacités mnésiques, donc la mémoire, le contrôle de l'impulsivité, on va être plus en capacité d'inhiber, du coup, de contrôler notre impulsivité. Et puis, bien sûr, ça va permettre aussi d'agir sur ce qu'on appelle les cognitions sociales. Au niveau plutôt des répercussions qu'on va avoir sur le côté plutôt social, ben, l'avantage de l'exercice physique, c'est que c'est un outil qui peut être très intéressant pour améliorer les relations sociales, notamment si je me retrouve avec des jeunes qui vont avoir par exemple les mêmes problématiques que moi ou des adultes, peu importe, hein, pour pouvoir échanger, si je suis sur des activités collectives, ce genre de choses, ça va permettre de faire du lien social et puis d'avoir une appartenance aussi à un groupe. Ensuite, on va avoir, du coup, une diminution aussi des problèmes, des comportements dits à problèmes, quand on va faire un exercice physique, tout simplement parce qu'on va avoir des régulations au niveau hormonal qui vont permettre, du coup, au jeune ou à l'adulte de pouvoir être plutôt dans un phénomène d'apaisement et donc on sait que ça aide vraiment à diminuer, par exemple, l'anxiété sur, des personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme ou ce genre de choses et donc réduire les comportements qui peuvent être dits à problème par la suite. L'avantage aussi au niveau social, c'est que faire un exercice physique, ça permet, tout simplement le respect d'un cadre et donc ça, c'est ultra important parce que, des fois, des choses qu'on va pas réussir à mettre en place dans le quotidien, dans un cadre différent, comme dans le cadre d'une activité physique et sportive, on va pouvoir apprendre à l'enfant ou à l'adulte, à mettre en place des règles, à les respecter et donc ça, on va pouvoir, après le retransférer, dans le quotidien et puis, aussi l'intérêt, c'est d'agir sur leur qualité de vie, et c'est ce qui peut ressortir sur, notamment les questionnaires des aidants, ce genre de choses. Ensuite, au niveau plutôt émotionnel, on va agir, comme je vous l'ai dit, sur tout ce qui va être anxiété, dépression, par ces fameuses décharges de neurotransmetteurs et hormonales, hein, notamment dopamine, sérotonine
sérotonine, endorphine, ocytocine, et cetera. Intérêt aussi de travailler sur l'image corporelle, c'est-à-dire, savoir approprier son corps et puis des fois, bah, quand on a des personnes qui justement ont des problèmes sur du surpoids ou de l'obésité, ben, on peut avoir une image corporelle qui peut être perturbée, difficile à soutenir. C'est pas parce qu'on a, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre d'autisme on comprend pas qu'on est différent des autres et on peut aussi ne pas s'aimer, donc c'est aussi agir là-dessus. Donc travailler aussi la confiance en soi, travailler sur la régulation, bien sûr de l'humeur et puis, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui va être stratégie de coping où, bah, ce qu'on va pouvoir apprendre dans le cadre de l'activité physique va pouvoir être transféré possiblement dans le quotidien. Typiquement, je vais faire ma séance de sport, bah, je dois être en tenue, adaptée pour aller faire mon sport, donc avoir mes baskets, mon jogging ou mon short, mon t-shirt, pour mon sport, préparer mes affaires, avoir ma gourde, ma serviette, et puis surtout, ben, je dois me toucher après, ma pratique sportive, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir retransférer au quotidien. Bah, qu'est-ce que je dois faire avant d'aller à l'école? Pourquoi je dois me doucher? Pourquoi je dois, préparer mes affaires, mon sac, et cetera. Et puis ensuite, au niveau sensoriel, alors là, c'est plutôt la spécialité des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Mais malgré tout, quand on met le corps en mouvement, ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'on va forcément toucher à la sensorialité de la personne qu'on accompagne. Et donc, du coup, on va aussi bien ben, avoir des sollicitations au niveau du système vestibulaire proprioceptif que tactile, notamment si je fais des sports, par exemple, collectifs ou individuels, comme des sports de combat, du rugby ou du foot, on peut avoir du contact possible. D'ailleurs, à ces petites fautes, j'ai mis hypersensibilité, mais il faudrait plutôt parler d'hyperréactivité dans le cadre de la sensorialité. Mais donc, du coup, ça va être à prendre en considération. On va pouvoir travailler là-dessus aussi. Exemple concret que j'ai déjà eu, une jeune qui supportait pas d'être touchée, ben, ce qu'on avait trouvé comme astuce, c'était sur un jeu un peu du loup détourné, ben, ils avaient chacun une coupelle de couleurs et le fait d'être touché par un objet du coup intermédiaire lui permettait de participer à la pratique. Donc des fois, ça va être voilà, petit à petit de travailler avec des objets intermédiaires pour ensuite pouvoir arriver peut-être à un toucher avec le contact de la main par la suite. Et puis intéressant aussi, bah, du coup, un peu pour ce qu'on a dit avant, mais aussi pour le phénomène d'apaisement, l'activité physique, de parler des charges hormonales qu'il peut avoir et des neurotransmetteurs, mais aussi parce qu'il y a des activités physiques qui s'y prêtent plus, comme par exemple le yoga, les activités voilà, un petit peu douces, la gym douce, ce genre de choses, ou dans des milieux un peu spécifiques comme par exemple le milieu aquatique, où on sait que par exemple ça peut être un phénomène très apaisant parce que très enveloppant, et je sais que dans la littérature on retrouve beaucoup pour les troubles pour les troubles du spectre de l'autisme que les activités de plein air et en milieu aquatique sont souvent des activités qui soient plaisantes pour eux. Donc ensuite, au niveau des concepts et de l'adaptation, ce qu'il va falloir avoir en tête quand je vais vouloir faire une activité physique avec mon patient ou tout simplement avec mon fils, mon frère, ma sœur, peu importe, si vous êtes aidant ou professionnel de santé ou paramédical, il faut, avoir en tête qu'il faut adapter les paramètres de l'activité physique. Donc les paramètres, ça va être quoi? Ça va être, ce qu'on appelle le FIT. Donc, FIT, ça va être pour le F, ça va être pour la fréquence en fait, qu'on va faire l'activité physique dans la semaine. Le I, ça va être plutôt pour l'intensité. Donc, on reste souvent sur des intensités quand même un peu plus faibles à modérées parce qu'ils ne tolèrent pas l'effort de la même manière, ils ne le perçoivent pas de la même manière. Et puis aussi, tout ce qui va être le T pour le temps, donc la durée en fait que va faire l'activité. Je vais devoir aussi l'adapter, bien sûr, le type d'activité que j'ai proposé. Si j'ai un patient avec des problèmes sensoriels, avec par exemple des difficultés au niveau sonore, bah, je vais peut-être pas l'emmener dans un endroit ultra bruyant où tout le monde crie ou alors mettre la musique ultra fort. On va adapter tout ça pour que ce soit possible pour lui de soutenir la séance. Donc ça va vraiment être adapté selon les atteintes et la sévérité du symptôme de chacun. Ensuite, la prise en charge, elle peut être individuelle, en petits groupes, en grand groupe, en duo. Pareil, le milieu va jouer aussi, hein, ce que je disais tout à l'heure, si on fait en plein air, en milieu aquatique. Mais le plus important, c'est toujours garder un cadre qui soit sécuritaire en fonction du public qu'on a. C'est la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est mettre mon patient dans des conditions qui soient favorables pour la pratique, mais surtout en sécurité. Importance aussi de la progressivité, de la notion de plaisir. Bah, ça, j'ai envie de vous dire qu'on est un TND ou pas, hein, à partir du moment où on ne prend pas de plaisir à faire une activité physique, on le sait très bien, ça va durer quelques temps, puis bah, ça va tomber à l'eau. Alors bien sûr, il faut un petit peu persister dans un premier temps pour voir et s'assurer que la pratique ne convienne pas. Mais je dis toujours, l'activité physique, c'est comme lire. On dit souvent qu'on n'aime pas lire jusqu'au moment où on trouve le type de bouquin qui nous convienne. L'exercice physique, c'est pareil. Il en existe plein, des milliers, que ce soit individuel, en groupe, dans l'eau, dans l'air, etc. Donc, pas hésiter à essayer, à tester et voir ce qui nous convient le mieux. Et puis, c'est pareil. Il y a des moments dans la vie où on en a un peu marre de faire telle pratique, on veut passer à une autre, où on veut changer de type de lecture. Et ben là, c'est la même chose. Donc, s'il se peut qu'à un moment donné, ben, la personne qu'on accompagne, ben, elle a plus envie de faire du foot parce que vous savez, on en a marre. Elle veut peut-être faire du tir à l'arc. Et ben, pourquoi pas après, hein, c'est pas contre-indiqué de changer de pratique sportive à partir du moment où ça rentre dans le cadre de la prise en charge du patient. Et puis surtout, toujours vous fixer des objectifs atteignables.
Comme on dit step by step, ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, trop fort d'un coup, parce que c'est le meilleur moyen de se dégoûter de la pratique. Ça a été prouvé dans les études, c'est le meilleur moyen aussi de se blesser, de se mettre en difficulté. Donc la progressivité est vraiment un aspect très important par rapport à ça. Et puis, petite notion à avoir en tête qui sort de plus en plus dans les littératures, c'est l'exergaming. Donc, c'est le fait, en fait d'utiliser des jeux vidéo ou par exemple de la réalité virtuelle, enfin des supports numériques pour favoriser l'activité physique. Et ça marche très très bien, aussi bien pour des personnes âgées pour le coup que pour des adultes, des enfants. Et puis dans une génération, on a maintenant des écrans pour tout. Et puis ben, c'est très compliqué des fois. On peut avoir des jeunes où jette pas du tout la pierre aux aidants et aux encadrants. Hein. Quand on a des jeunes avec des troubles du comportement ou autre, ben, des fois, pour avoir un peu la paix, tranquille, on va pas se mentir, on donne le téléphone, on donne la tablette. C'est quand même quelque chose qui nous aide aussi un peu, nous, à souffler dans le quotidien. Et ben, du coup, quitte à le mettre devant un écran, pourquoi pas le mettre sur le tapis de marche devant la télé ou le mettre devant un jeu vidéo comme Just Dance ou Wii Sport ou autre, ou un casque de réalité virtuelle quand on a un peu plus de moyens pour pouvoir faciliter et favoriser sa pratique et lui apprendre à bouger avec les écrans. Et ça a des très bons résultats, que ce soit aussi bien sur les capacités cognitives ou que par exemple pour la prévention de l'obésité. Donc ça reste un support qui n'est pas inintéressant et à garder en tête parce qu'il y a de plus en plus d'études qui prouvent que ça a un intérêt, que bouger est bon pour la santé, même devant un écran, même si c'est mieux de faire sans. Idéalement, dans la pratique, des fois, on n'a pas trop le choix. Donc plutôt que d'éviter une crise, bah, autant utiliser les écrans, j'ai envie de dire, quand on peut, à bon escient. Donc, pour les clés de la réussite pour moi en activité physique adaptée, ce qui est important, c'est bien sûr la structuration et la sécurité de la prise en charge, l'individualisation et la bienveillance. Il faut avoir conscience que c'est pas facile non plus pour les aidants et pour le patient des fois d'intégrer une activité physique et des fois on peut être face à l'échec et bien jauger justement les capacités de mon patient pour qu'il ne soit pas tout le temps en situation d'échec, le confronter un peu à ça, mais aussi qu'il soit en situation de réussite. Bien sûr, faire du renforcement positif et du plaisir, accentuer sur ce qui fonctionne et ce qui fait bien, et pas que sur ce qui ne va pas. Utiliser des activités qui soient simples, pourquoi pas sensorielles et ludiques, bien sûr. On sait que plus c'est ludique, plus on prend du plaisir, et ben mieux ce sera. Bien sûr, important et pas des moindres, avoir une bonne coopération entre, j'ai mis les familles, mais en fait, c'est plus large que ça, les familles, les aidants et les professionnels. Hein, on n'est pas juste ceux qui savent d'un point de vue scientifique et vous devez bêtement appliquer. C'est un échange parce que vous êtes dans le quotidien avec. Et comme on dit toujours, il y a la théorie, il y a la pratique. Donc le but, c'est d'échanger au mieux sur ce que chacun sait de la personne qui est accompagnée pour trouver le meilleur compromis dans tout ça. Euh, Chose très importante que je me bats un peu pour le mettre en place, c'est que peu importe en fait qu'on ait une atteinte, j'ai envie de dire motrice et ou cognitive, j'aurais dû mettre même, il y a toujours des solutions avec un peu d'imagination, on peut toujours trouver un moyen de faire bouger des gens, même avec une polypathologie, même tétraplégique dans un fauteuil roulant, on peut faire de la sarbacane pour travailler les capacités respiratoires, on peut utiliser des ballons de baudruche pour donner un peu plus de facilité, de temporalité pour par exemple taper dans un ballon chez des personnes qui auraient des troubles de la coordination ou autres. Donc, ça demande des fois un peu de moyens. C'est pas toujours évident, mais quand on veut, on peut, comme on dit. Savoir se satisfaire des petites victoires, que ce soit en fait qu'on soit professionnel, j'ai envie de dire patient ou aidant. Des fois, vous verrez dans le témoignage de fin, le patient que j'ai suivi, sur un autisme sévère avec d'autres problématiques. Et voilà, à bientôt 8 ans, 8-9 ans, il cherchait à prendre juste à sauter à pieds joints. Bon, pour nous, peut-être que ça peut paraître ridicule, mais pour le patient et pour les parents, c'était vraiment une grande victoire de pouvoir réussir à apprendre à sauter, en fait. Et donc, il faut savoir se satisfaire de ça, parce que même si pour nous, on se dit c'est quelque chose de très basique, très simple, en fait, pour les gens, ça peut être vraiment un vrai changement. Et ça, je pense que c'est à tous les niveaux, peu importe le professionnel de santé qu'on est ou pas. Et même qu'on soit aidant, pas forcément professionnel de santé. Ensuite, le sport sur ordonnance. Pour faire un petit historique rapidement, il faut savoir que le sport sur ordonnance, ça date d'une loi qui date de 2016, qui s'appelle la loi de Fourneron et qui a été appliquée depuis mars 2017. C'est une initiative par plus de 300 médecins généralistes qui a eu lieu sur Strasbourg. Et donc, du coup, suite à cette étude qui a été faite, il y a cette fameuse loi qui a été mise en route. Et donc, depuis 2022, il faut savoir qu'il y a un nouveau décret comme quoi tous les médecins aujourd'hui peuvent prescrire de l'activité physique adaptée. Et il y a eu ensuite un amendement avec du coup un renouvellement possible par les masseurs kinésithérapeutes, sauf avis contraire du médecin prescripteur. Et puis, à titre informatif, il faut savoir qu'il y avait un financement à la base qui avait été évoqué par la Sécurité sociale dans le PLFSS 2024 pour notamment tout ce qui était oncologie et diabète, qui a été retiré au dernier moment, je vous laisse deviner pour des raisons économiques. Mais tout ça pour vous dire que de plus en plus, du coup, l'activité physique adaptée est quelque chose qui, tout le monde sait qu'il faut bouger, mais qui maintenant, au niveau juridique et institutionnel, devient de plus en plus présent et même
dans les PNDS et autres. Et donc, je pense que plus on sera nombreux à promouvoir ça, mais j'ai envie de dire activité physique au sens large, hein, c'est-à-dire pas que pour l'APA, mais également pour les ergothérapeutes, les psychomotriciens, etc. On arrivera un jour à avoir des remboursements et des prises en charge parce qu'on sait aujourd'hui tout ce que c'est ultra important et que investir sur ces prises en charge-là, en fait, c'est économiser de l'argent par la suite. Ensuite, au niveau des aides qui peuvent exister au niveau déjà institutionnel et aussi financière pour accéder à de l'activité physique adaptée. Parce que oui, malheureusement, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale actuellement. Malgré tout, il existe quand même déjà d'un point de vue institutionnel pour proposer de la prise en charge. Les dispositifs régionaux, donc au niveau des ARS, nous par exemple en Bourgogne-Franche-Comté, c'est le réseau Sport Santé. Il en existe d'autres, des dispositifs dans d'autres régions. Il y a Prescrimove, par exemple, pour la région Grand Est. Donc là, il faut se rapprocher des dispositifs régionaux. Eux, ils ont pour mission de vous aiguiller vers tout ce qui se fait au plus proche de chez vous, mais aussi de vous aider financièrement. On a le REPOP, même principe, c'est au niveau de la région, mais eux, c'est une spécialité sur tout ce qui va être obésité et surpoids pédiatrique. Mais du coup, quand on a des fois des obésités syndromiques sans trop gros troubles du comportement et autres, on peut faire appel à leur service. Ils fournissent un bilan à pas, des séances en diététique et un suivi psychologique. Donc, c'est pas inintéressant. Bien sûr, après, il y a le monde associatif. Donc là, après, ça va être vraiment très dépendant de là où je vis. Nous, par exemple, sur le secteur, on va avoir par exemple l'association Rebise, on va voir l'association Bougez Ensemble, on va voir Et moi je veux nager par exemple pour à la piscine olympique à Dijon. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire aussi au niveau associatif. Ciel Bleu et Rebise, ils ont même des antennes à plusieurs endroits, hein. C'est un peu plus national pour le coup. Ensuite, on a la Fédération française de sport adapté. Donc, eux, en fait, ils ont pour mission justement de proposer de l'activité physique adaptée dans les clubs, dans des sections spécifiques, plutôt lorsqu'on va avoir des déficiences intellectuelles ou des troubles psychiques au premier plan. Ce qui est, j'ai appris récemment par la conseillère technique départementale, c'est qu'en fait, vous pouvez directement les contacter parce que, bien sûr, il y a le listing sur le site internet, hein, c'est très simple. C'est pour les deux fédérations dont je vais vous parler là, c'est un onglet où pratiquer. Vous choisissez votre région, votre département et vous avez le listing de ce qui existe avec les coordonnées. Le sport adapté, en fait, elle m'a spécifié qu'en fait, des fois, ils ont des clubs qui ne sont pas affiliés à la fédération, donc ils n'apparaissent pas sur le site, mais ils sont quand même partenaires. Donc, ils sont allés sur site, ils se sont rendus compte des infrastructures, des personnes encadrantes, et ils estiment qu'il y a une possibilité vraiment de faire de la prise en charge pour ce type de public-là. Donc, n'hésitez pas à les contacter parce que peut-être que sur le site de la Fédé, vous ne trouverez pas ce que vous voudrez, mais en fait, il existe peut-être quelque chose pas si loin que ça de chez vous. Ensuite, même principe pour la Fédération française handisport, c'est juste qu'eux sont plutôt orientés notamment sur les troubles moteurs et sensoriels plutôt au premier plan. Et puis après, bien sûr, il y a le libéral avec le SFPAPA, donc la société francophone des professionnels de l'activité physique adaptée, le réseau Sport Santé Domicile, qui est du coup un réseau pour la prise en charge au domicile, même si l'ARS peut aussi des fois fournir, nous dans le cadre de la région Bourgogne-Franche-Comté, une dizaine ou douzaine de séances à domicile. Mais eux, ils sont plutôt orientés pour le coup sur l'adulte, alors que Sport Santé Domicile, c'est plus en fonction des praticiens qu'ils ont sur le terrain, qui sont d'accord ou pas de prendre en charge ce type de public. Ensuite, on a pour les remboursements au niveau financier, on peut avoir une prise en charge partielle par les mutuelles. Ça va dépendre des contrats de mutuelle que vous avez et de la mutuelle où vous êtes. Mais de plus en plus, maintenant, les mutuelles remboursent une partie de l'activité physique adaptée. Mais après, chacune fonctionne différemment. Il y en a, ça va être au mois, il y en a, c'est à l'année, à la séance, etc. Le crédit d'impôt pour le domicile, donc ce qu'on appelle du SAP, service à la personne. Les cours de sport rentrent dans ce cadre-là. Donc, on peut défiscaliser à hauteur de 50% sur du particulier. Ça, faut le savoir. C'est un peu ce qu'utilise comme processus d'ailleurs le sport santé domicile. Après, on peut faire des demandes de prestations de compensation handicap PCH, des demandes d'aide exceptionnelle à CPAM, les dispositifs régionaux, le monde associatif aussi qui peut jouer un rôle. Hein. Je vous ai mis là deux grosses associations qui ne nous concernera pas trop aujourd'hui, mais la Ligue contre le cancer et Demain sans mucose sont deux associations qui aident beaucoup pour l'activité physique adaptée. Et après, il y a les acteurs locaux comme les mairies, les départements pour avoir des aides financières. Et il existe aussi ce qu'on appelle le passeport, qui est une aide financière qui est entre 50 et 70 euros distribuée par l'État pour les clubs partenaires. Donc voilà un petit peu sur le listing de ce qui peut exister comme aide financière pour accéder à une activité physique adaptée. Ensuite, je vous ai mis quelques cas concrets. Donc, vu que le temps passe vite, je vais vous en faire juste un. On va prendre le premier, là, l'autisme, et après, comme ça, on pourra terminer tranquillement. Les caractéristiques de l'autisme, je vais passer rapidement dessus. Je pense que la plupart vous connaissez, mais voilà, c'est les troubles de la communication sociale, des comportements répétitifs, stéréotypés, des intérêts restreints. On va souvent avoir un retard moteur qui est fréquent, une des particularités sensorielles, on va dire plutôt, et puis souvent besoin de routine
environnement prévisible pour les rassurer. Nous, les objectifs sur l'activité physique adaptée, ben, c'est la réduction de ces comportements stéréotypés. On va essayer de travailler là-dessus, améliorer bien sûr le sommeil, diminuer l'anxiété face aux changements imprévus. Donc, l'idée idéale, c'est de faire des séances où à chaque fois, on va changer un petit exercice, une petite chose en particulier pour venir travailler justement un petit peu cette flexibilité à ce niveau-là. Euh, Bien sûr, travailler le développement sensorimoteur global, travailler les compétences sociales, donc apprendre aussi que, voilà, par exemple, sur du travail en petit groupe, comment se comporter vis-à-vis des autres. Le plaisir, l'estime de soi, la réduction des comportements stéréotypés. Ça fait 2 fois que je l'ai mis, il faudra que j'enlève. Ah, mais en fait, j'ai fait double copier-coller. En fait, j'ai 2 fois les trucs. Bon, bah voilà. Donc, on a fait pour l'objectif un peu à pas. Voilà ce qu'on peut retrouver. Après, j'ai mis les grandes lignes, hein. On pourrait rentrer plus dans le détail, mais c'est pour faire assez large et que ça parle à tout le monde. Donc sur les adaptations qu'on va essayer de mettre en route, par exemple sur le trouble du spectre de l'autisme, bah, ça va être de mettre en place ces fameuses routines pour rassurer le patient, utiliser des repères, que ce soit visuels, sonores ou temporels, hein, donc les time timers, utiliser des jeux de couleurs, des jeux de formes, etc. Induire très progressivement aussi des changements de situation, donc comme je vous le disais tout à l'heure, présenter et annoncer un potentiel changement, ça c'est très important pour eux. Favoriser les activités, voilà, plutôt de plein air, aquatiques ou individuelles en fonction du type de sévérité de l'autisme et de là où en est le patient, parce qu'on sait que c'est des milieux qui fonctionnent très bien chez eux. Utiliser toujours des consignes simples, c'est important, sinon après on les perd rapidement. Si les consignes sont trop complexes, pas hésiter à faire de la démonstration, ce genre de choses, ou même de leur faire expérimenter pour qu'ils se rendent compte de la tâche demandée. Euh, Individuel ou petit groupe, des jeux sensoriels, des parcours moteurs, et utiliser bien sûr le renforcement positif et faire attention à tout ce qui va être punition, humour, parce que bah, comme ils sont très premier degré, des fois ils ont du mal à mettre du sens derrière et ça peut être un petit peu compliqué pour eux. Voilà. Donc après, si ça vous intéresse, moi je suis pas contre partager mon diaporama. Je vous ai fait voilà la même chose après pour les troubles du développement intellectuel, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité physique. Je savais qu'on n'aurait pas le temps de tous les faire, donc je vais au moins vous en présenter rapidement un. Voilà pour ma partie à moi. J'espère que ça vous convient par rapport aux informations que je vous aurais données. Voilà pour moi, je passe la main au docteur Delan. Eh ben, on va vous mettre un petit témoignage avant de passer aux questions. Alors du coup, je vais commencer par vous laisser rapidement vous présenter Gabriel, ses difficultés. Eh bien, donc, effectivement, nous sommes les parents de Gabriel qui a 8 ans maintenant, qui est né avec des problèmes digestifs qu'on a mis très longtemps à étiqueter et qui, entre-temps, a reçu un diagnostic d'autisme. Et sa maladie rare, donc digestive, est un déficit très sévère en DAO. Il ne synthétise pas la DAO de l'histamine. Voilà. Très bien. Et du coup, par rapport à ça, un petit peu, comment vous est venu du coup l'intérêt de mettre en place de l'activité physique pour Gabriel? Eh bien, justement, pour investiguer un peu plus sa maladie rare digestive, on a un médecin qui nous a suivis au CHU à Dijon, qui nous a proposé de voir, vu qu'il a des reflux aussi depuis sa naissance, ce qui se passait à l'intérieur. Donc, on a fait une colo et une fibro, et en fait, il s'est avéré qu'il a un mégadolicocolon, donc un côlon beaucoup trop gros et trop long pour son âge. Très certainement causé, comme le disait le médecin, par le manque d'activité physique, certes, mais aussi parce que c'est très important pour la digestion, à ce qu'elle nous a expliqué. Et puis aussi parce qu'il a été longtemps constipé. Il a beaucoup alterné diarrhée et constipation, et la constipation est connue apparemment pour ça. Donc, elle nous a dit de trouver un kiné ou un coach sportif pour essayer de faire bouger Gabriel, ce qui n'est pas chose aisée, de trouver quelqu'un qui soit adapté. Donc, on s'est d'abord tourné vers une kiné. Bon, elle a fait ce qu'elle a pu, mais c'est vrai qu'elle a vite baissé les bras parce que Gabriel participe quand il peut ou veut. Et puis après, on a l'atelier des aidants de Beaune
qui nous a contactés parce qu'elle avait à cœur, donc la secrétaire Karine, de nous aider. Et c'est là que tous les deux, nous avons été mis en relation. Donc elle m'a expliqué que c'était effectivement de l'activité physique vraiment adaptée à Gabriel et que bah, ça ne pouvait être que bénéfique. Ok, très bien. Et par rapport à ça, justement, bah, un petit peu vous, comment vous avez vécu cette mise en relation, la prise en charge, qu'est-ce que ça a pu vous apporter, etc. Alors le vécu, au départ, on était super contents parce que ben oui, c'est vrai que nous on fait beaucoup de marches, mais bon, on n'est pas très axé sur comment savoir faire bouger Gabriel, surtout pour cette partie-là. Et ça a été un tout petit peu compliqué au début parce qu'en fait, au début, on avait une autre coach qui nous était promise, et puis finalement, bah, elle est partie ailleurs, vers d'autres horizons apparemment. Et bah, c'est là que vous êtes entré dans la vie de Gabriel. Et ben, grosse surprise parce que vous travaillez aussi au CHU et vous prenez en compte tout ce qui entoure Gabriel. Pas seulement enfin, son âge, ce qu'il peut éventuellement faire ou pas, c'est y compris ses pathologies, pourquoi, les antécédents, etc. Donc c'est vraiment sérieux et complet. Et je suppose que pour vous, ça avait un côté aussi rassurant, du coup, d'avoir un peu cet aspect, voilà, pas simplement sportif, mais aussi, on va dire, un peu plus médical sur l'accompagnement de Gabriel. Bah, au départ, surprenant parce que on n'en a jamais entendu parler et puis bah, je crois que vous êtes un des rares qui fait ça. Et ouais, effectivement rassurant parce que là, on se dit on va vraiment cibler les choses comme il faut et puis nous, ça va nous donner des clés pour la suite. Et quelles étaient un peu vos attentes par rapport à cette prise en charge? Bah, savoir comment le faire bouger efficacement pour mobiliser, enfin pour activer un peu plus sa digestion, mobiliser bah, tout le bas-ventre euh, et ouais, de façon vraiment efficace. Et vous, par rapport à la suite justement des séances qu'on a pu faire avec Gabriel, est-ce que vous avez senti voilà, un mieux-être, des bénéfices par rapport à cette prise en charge en particulier? Bah, malgré tout, oui, quand même, parce que même si Gabriel était quand même parfois peu coopératif, nous, après, on avait des petites clés pour continuer à la maison. Et bah, il avait de la bonne fatigue aussi après, donc ce qui était plutôt pas mal. Et puis, bah, malgré tout, sa digestion, bon, elle reste encore compliquée, mais depuis l'activité physique adaptée, il a quand même des selles plus régulières. Ok. Donc plutôt du positif suite à cette prise en Oui. charge qui a été finalement quand même relativement courte, on va dire, en termes de séances, parce que c'était sur 10 séances qu'on s'est vu en tout avec le bilan. Et du coup, à la suite de tout ça, vous, un petit peu, comment vous, comment vous voyez la suite un petit peu pour Gabriel par rapport à tout ça? Bah, nous, on essaye de continuer à notre niveau de temps en temps. euh, mais c'est vrai que si on avait financièrement pu continuer, on l'aurait fait. Hmm. Parce que nous, bon, c'est vrai que comme énormément de parents d'enfants handicapés, moi, je me suis arrêtée de travailler. Monsieur, bon, est en arrêt en ce moment, mais il travaille et on est à quatre sur un seul salaire. Donc, c'est vrai que ça reste compliqué. Et quels sont justement, bon, là on parle du salaire, est-ce qu'il y a d'autres freins pour vous par rapport à justement l'activité physique adaptée pour la mettre en place que vous avez pu rencontrer? Bah oui, il n'y a pas d'aide. On aimerait bien que ce soit pris en compte parce que c'est quand même sérieux. Il y a quand même un bilan qui peut servir à plusieurs professionnels et il n'y a pas d'aide financière. Et vous, du coup, comment ça s'est passé pour l'aide financière pour Gabriel? Eh ben, heureusement que Karine nous a contacté, donc l'atelier des aidants. Elle nous a offert ces 10 séances intégralement. Nous, on n'a rien eu à débourser et c'est quand même un gros soulagement. Oui, effectivement, c'est vrai que on a, en fait, il existe quand même des aides, mais c'est vrai qu'il reste très très limité par rapport à tout ça. C'est un petit peu la problématique justement aujourd'hui, hein, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale, c'est uniquement au bon vouloir du milieu associatif, de certaines organisations, voilà, au niveau régional, départemental, qui peuvent un peu aider, mais partiellement, et puis éventuellement des mutuelles selon nos contrats de mutuelle. Mais c'est vrai que ça reste limité. On peut faire aussi du service à la personne à domicile,
qui permet de défiscaliser. Malgré tout, ça peut laisser quand même un reste à charge qui, ben, effectivement, quand on est dans des situations comme la vôtre, c'est un peu plus compliqué financièrement, ben, même ça, le reste à charge peut rester conséquent. Mm. D'accord, très Surtout que nous, bien. on a plusieurs professionnels qui s'occupent déjà de Gabriel aussi, et c'est très important. EduxP, Ergo, bon, orthophoniste, ça c'est pris en charge, psychomotricienne aussi. Tout ça n'est pas pris en charge, et c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait un peu de mouvement là-dessus, que ça bouge un peu, que ce soit un peu plus reconnu, et y compris vous, parce que bah, malgré tout, il y a quand même l'amélioration de la santé, l'amélioration globale du sommeil. Enfin, c'est quand même sérieux, et on aimerait bien que ce soit pris en charge au même titre que les autres. Très bien. Et sur la suite, du coup, suite à cette prise en charge pour Gabriel, est-ce que vous avez quand même un petit peu des pistes pour essayer de quand même continuer à mettre en place une activité physique adaptée, que ce soit individuelle, collective ou autre? Bah, pour l'instant, aussi bien individuel pardon, que collective, bon, ça reste compliqué. Et du fait du planning, c'est ça qui était génial, c'est que vous venez à la maison, donc nous, on n'a pas de trajet, on n'a rien du tout. Bah, nous, en fait, on a déjà un planning super chargé. Et ouais. Donc, dès qu'on peut partir en balade, qu'on fait des exercices, enfin, on essaye de répliquer les vôtres en forêt ou ailleurs. Voilà. On fait comme ça pour l'instant. Et du coup, par rapport aussi à ça, est-ce que Gabriel aujourd'hui il est en capacité du coup de sauter ou est-ce qu'il a gardé un peu quand même des bénéfices des exercices qu'on a fait ou c'est encore un petit peu complexe? C'est encore un petit peu complexe, mais malgré tout, le truc est initié, hein. Il a bien appris à sauter avec vous. Bon, il y a toujours ce décalage entre les deux pieds, Hmm. mais ça va venir. Bon, bah Il c'est y a très bien. l'impulsion. Il y a l'impulsion du coup qui maintenant est bien acquise, donc ce qui est bien. Oui. D'accord, bah très bien. Merci beaucoup pour ce petit témoignage. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous vouliez voilà, partager sur ce sujet-là, à propos voilà, de Gabriel et de la petite aventure qu'on a vécue, ou voilà, si c'était tout pour vous. Bah, juste si ça avait pu continuer, on aurait bien aimé que ça continue. Hmm. Voir comment ça aurait pu évoluer. C'est vrai que 10 séances, c'est court, et on aurait aimé que ce soit plus long pour voir jusqu'où on pouvait l'emmener. Hmm. Je comprends. Après, le but aussi, justement, c'est de ne pas hésiter, voilà, je pense, parler de la profession, parler de ce que ça a apporté pour que ben, plus on sera à le faire, je pense, plus ça permettra justement de mettre des choses en place à ce niveau-là, aussi bien pour les professionnels qui le font que pour les patients qui bénéficient de ces prises en charge. Et aussi de coup de pouvoir petit à petit bah, peut-être voilà, mettre en place des remboursements. Et en attendant, voilà, moi ce que je conseille toujours, c'est bah, tout ce qu'on a pu voir ensemble, essayer au maximum de le remettre en place. Et puis de se rapprocher des fois plutôt sur alors même si c'est pas toujours facile, notamment avec des problématiques comme Gabriel qui a voilà, un TSA quand même assez sévère, mais de pouvoir justement se rapprocher du milieu plutôt collectif où souvent du coup ça permet de faire baisser les coûts. Il existe quand même des choses voilà, sur Dijon et ses alentours en termes d'associations, que ce soit pour de la piscine ou autre. Et moi je veux nager par exemple à la piscine olympique. Mais c'est vrai que les places sont assez chères, j'ai envie de dire, parce que bah, du coup les gens quand ils apprennent que ça existe rue dessus, ce qui est logique. Donc pas hésiter, voilà, même un an à l'avance à déjà contacter pour essayer de réserver une place pour les années qui suivent, hein, parce que ça peut aller très très vite. Oui. En tout cas, je vous remercie pour votre temps, pour ce petit témoignage. Voilà, c'était vraiment le but et l'objectif de cette visio-là, c'est aussi de pouvoir partager une expérience directement de la famille, des aidants, pour pouvoir montrer un petit peu, voilà, que même sur un temps très court, il est possible de faire des choses, de travailler des choses ensemble, et que justement, pour que ça se pérennise dans le temps, bah, il faudrait qu'il y ait plus de choses qui soient mises en place pour donner cette accessibilité au plus grand public, parce que bah, on voit que c'est important et on le sait. C'est ça le pire, c'est qu'on le sait. Tout le monde le sait qu'il faut bouger, qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, et que l'activité physique en fait partie. Et que ce soit aussi bien pour prévenir les maladies que pour continuer à bien se développer, il faut le faire. Malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'il y a encore des gros freins qui sont là et qu'il va falloir petit à petit essayer de bouger de plus en plus. Et la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, c'est aussi dans cet objectif-là.
En tout cas, je vous Merci à remercie. vous en tout cas pour Merci votre aide. puis merci surtout à vous de m'avoir fait confiance. Merci d'être là encore aujourd'hui, de bien vouloir témoigner par rapport à tout ça. Et puis, ben, si le 17 mars, vous avez l'occasion de vous connecter, je vous invite à vous connecter. Sinon, bah, il n'y a pas de souci, je pourrais vous faire aussi un petit retour sur ce qui a été ressorti de cette visioconférence sur les troubles neurodéveloppementaux. S'il y a un petit replay, moi je veux bien parce que le sujet m'intéresse. Témoignage. On va passer à la partie des questions. Ah, déjà une première question sur le tarif des séances. Si tu veux répondre, Théo. Alors le tarif des séances, comme on dépend en fait nous du code du sport et pas du code de la santé, en fait il n'y a pas de, bon, il y a pas de limite en fait, j'ai envie de dire. Demain vous allez sur internet, vous prenez un coach sportif au sens très large, ça peut aller il y en a qui vont vendre 150 € la séance, d'autres 30 € la séance. En moyenne quand même, pour vous donner un ordre d'idée, d'après les échanges que j'avais eus sur le cas du sport santé domicile, on est à peu près entre 60 et 100 € à peu près la séance. Ça va dépendre vraiment voilà, où vous vous situez. Si vous êtes en région parisienne, c'est plus cher que par exemple ailleurs. Donc ça va vraiment dépendre voilà, j'ai envie de dire de la personne sur qui vous allez tomber, mais la plupart des professions, on va dire paramédicales qui tournent autour, on est souvent à 1 € la minute. Donc voilà, c'est à peu près dans ces tarifs-là. Voilà. En gros, entre 60 et 100 €. Ça va dépendre à peu près. Des fois, ça peut être plus. Ça dépend vraiment de voilà. S'il y a beaucoup de temps de trajet, si c'est à côté, si c'est au domicile, si c'est sur une structure déjà existante, etc. Et si c'est du collectif ou de l'individuel, bien sûr. Là, c'est des tarifs pour de l'individuel. Question aussi pour savoir où retrouver les structures et les professionnels adaptés aux alentours. Du coup, c'est dans la présentation, c'est ce que je vous ai mis sur la diapositive avec les ressources qui existaient, que ce soit financières sur la partie droite ou alors pour l'encadrement. Pour l'encadrement, du coup, vous avez, si vous voulez plutôt partir sur du collectif, vous avez ce qu'on appelle la fédération sport adapté pour tout ce qui est déficience intellectuelle, troubles psychiques au premier plan. Si c'est plutôt des troubles moteurs et sensoriels, c'est plutôt la fédération handisport, en sachant que, j'ai envie de dire, restez pas bloqué parce que y en a un qui est plus préconisé pour tel type de problème problématique et l'autre pour tel type de problématique. Ça va aussi très, très dépendant des fois de la personne qui va encadrer le groupe, qui va être plus ou moins à l'aise avec ce type de public, plus ou moins en raccord avec son intégration dans le groupe. Donc n'hésitez pas à essayer. Et puis après, si vous voulez plutôt de l'individuel, ça va être soit sur le site du SFPAPA, soit vous mettez enseignant en activité physique adaptée sur Google et puis vous regardez ce qui existe autour de chez vous. Et puis après, vous avez oui le SFPAPA ou Sport Santé Domicile aussi qui ont des répertoires pour de la prise en charge ou, ou la région, l'agence régionale, donc le réseau Sport Santé qui peut aussi vous donner des noms de personnes qui sont répertoriées dans leurs annuaires. Alors, une autre question pour savoir s'il y a des interventions à l'école. Alors non, non, à part si vous avez un CESAD qui a un APA dedans, ce qui est quand même relativement rare. Après, je sais que par exemple dans les IME, nous sur la région Bourgogne-Franche-Comté, de plus en plus, on a des APA au sein des IME. Après, si c'est sur de l'école, on va dire un enfant qui est dans un cursus dit classique et qui aurait besoin de petites adaptations, non, et c'est justement quelque chose que moi j'aimerais beaucoup développer. C'est de pouvoir faire de la formation auprès justement des profs de PS et des enseignants, que ce soit dans le public ou dans le privé, aussi bien dans le cadre du CHU que dans le cadre de mon activité libérale, parce que j'en vois encore beaucoup malheureusement de personnes qui sont stigmatisées, mises de côté parce que compliquées à prendre en charge, et je leur mets pas la pierre, hein, ils sont pas formés prendre en charge ce type de public, mais donc du coup de pouvoir les former, être un support, un soutien, qui puisse se tourner vers quelqu'un, qui puisse les conseiller en fonction des problématiques que va avoir le jeune ou l'adulte. Pas de souci, je ferai signe. Mais c'est des projets, j'aimerais bien ouais, au cours de cette année ou plus tard l'année prochaine pour le faire. Ouais.
La différence avec les ergothérapeutes. Alors, c'est deux métiers totalement différents. Là, pour le coup, c'est comme si vous me disiez, il a déjà de la kiné ou il a déjà de la psychomote. C'est des métiers totalement différents. Les cursus sont différents. Oui, l'ergothérapeute peut intervenir sur le côté moteur. Après, c'est plutôt dans l'ergothérapie, c'est plus sur le cadre du quotidien. Et puis pour mettre, par exemple, des aménagements du quotidien avec des aides techniques, par exemple, s'il y a besoin d'un ordinateur parce que l'enfant a des problèmes pour l'écriture, s'il y a voilà, des choses un peu comme ça. Nous, on intervient vraiment sur le développement, l'évaluation et le développement de la condition physique. Donc, c'est-à-dire comment faire pour qu'en faisant de l'activité physique, on puisse aider l'enfant à se développer, que ce soit au niveau cognitif ou moteur. Donc, par exemple, là, sur le principe de la digestion, ben, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour renforcer la chaîne, notamment des abdominaux, qui va favoriser la digestion et donc, du coup, la vidange gastrique. Donc, c'est vraiment une approche totalement différente. Du coup, c'est complémentaire, mais c'est vraiment différent. Mais on travaille ensemble dans l'équipe. Par exemple, on a psychomotricien, ergothérapeute. Alors, pour apprendre à faire du vélo, alors nous, je sais qu'à Dijon, c'est le tandem cycle de mémoire, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a un club de vélo à Dijon qui prend les patients avec ce type de problématique pour leur apprendre à faire du vélo. Après, justement, le témoignage que vous avez, le petit Gabriel, il essaie d'apprendre à faire du vélo. Moi, ce que je fais déjà pour la coordination, par exemple, des choses toutes simples, mais j'essaie de mettre, par exemple, un petit foulard de couleur autour de la cheville et je mets par exemple une gommette, une pastille, quelque chose de couleur sur la pédale, déjà pour qu'ils comprennent que du coup il y a le pied droit va sur la pédale droite, le pied gauche sur le côté gauche, et puis du coup on va essayer de faire un coup puis l'autre. Des fois je peux même mettre sur les poignets aussi pour qu'ils puissent bien mettre les mains, parce que des fois ça m'est déjà arrivé qu'il y en a qui croisent, on ne sait pas trop pourquoi, avec la coordination. Donc faire ça, et puis souvent ce qui est difficile aussi c'est l'équilibre. Donc déjà bah, forcément soit le faire sur un vélo stationnaire, on lui apprend déjà juste à pédaler dans un premier temps sans forcément qu'il y ait d'inertie, pour après le mettre sur un vélo avec peut-être des stabilisateurs. Et puis, ce qui peut être simple aussi à faire, c'est de le mettre déjà sur une pente plutôt qui descend légèrement. Donc vous êtes derrière, bien sûr, vous tenez le vélo, hein, pour pas qu'il parte tout seul, ça va être embêtant sinon. Mais parce que, en fait, quand ils sont à plat ou en montée, des fois, ils manquent de force et de tonicité dans les jambes. Et en fait, du coup, ils vont avoir tendance à rétro-pédaler, à pédaler en arrière. Donc, forcément, il n'avancera jamais. Alors que si on le met un petit peu en pente, l'avantage, c'est que du coup, il n'y a pas de résistance. Donc, il va naturellement partir vers l'avant le vélo. Donc, ça va être plus facile d'amener à le pédaler dans le bon sens. Voilà des petites astuces que moi, j'ai découvert un peu sur le terrain, que je mets un peu en place pour les aider à pédaler. Si voilà, vous n'avez pas trop la possibilité d'avoir un truc de cyclisme proche de chez vous. Mais sinon, il existe des clubs qui font ça. Mais aller étape par étape. Ouais. Eh ben, merci à tous pour vos questions. On arrive à la fin de la séance, donc on va vous laisser. Merci d'y avoir assisté. Et puis on se retrouve pour le prochain webinaire le 15 juin sur les troubles du développement de la coordination. Bonne journée.